Et voilà. Alors, je vais commencer par vous lire le début de King Kong Theory, enfin 2 extraits du début. Et je vais commencer par là. Et je vais les analyser un petit peu et après je rentrerai dans le vif du sujet, mais comme ça on se met dans le ton tout de suite. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et un peu plus tard, j'écris donc d'ici, de chez les invendus, les tordus, celles qui ont le crâne rasé, celles qui ne savent pas s'habiller, celles qui ont peur de puer, celles qui ont les chicots pourris, celles qui ne savent pas s'y prendre, celles à qui les hommes ne font pas de cadeaux, celles qui baiseraient avec n'importe qui, voulant bien d'elles, les grosses putes, les petites salopes, les femmes à chatte toujours sèches, celles qui ont de gros bides, celles qui voudraient être des hommes, celles qui se prennent pour des hommes, celles qui rêvent de faire ardeuses, celles qui n'en ont rien à foutre des mecs mais que leurs copines intéressent, celles qui ont un gros cul, celles qui ont les poils drus et bien noirs et qui ne vont pas se faire épiler, les femmes brutales, bruyantes, celles qui cassent tout sur leur passage, celles qui n'aiment pas les parfumeries, celles qui se mettent du rouge trop rouge, celles qui sont trop mal foutues pour pouvoir se saper comme des chaudasses mais qui en crèvent d'envie, celles qui veulent porter des fringues d'hommes et la barbe dans la rue, celles qui veulent tout montrer, celles qui sont pudiques par complexe, celles qui ne savent pas dire non, celles qu'on enferme pour les mater, celles qui font peur, celles qui font pitié, celles qui ne font pas envie, celles qui ont la peau flasque, des rides plein la face, celles qui rêvent de se faire lifter, liposucer, péter le nez pour le refaire, et qui n'ont pas l'argent pour le faire, celles qui ne ressemblent plus à rien, celles qui ne comptent que sur elles-mêmes pour se protéger, celles qui ne savent pas être rassurantes, celles qui s'en foutent de leurs enfants, celles qui aiment boire jusqu'à se vautrer par terre dans les bars, celles qui ne savent pas se tenir, aussi bien, et dans la foulée, que pour les hommes qui n'ont pas envie d'être protecteurs, ceux qui voudraient l'être mais qui ne savent pas s'y prendre, ceux qui ne savent pas se battre, ceux qui chialent volontiers, ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés, ni agressifs, ceux qui sont craintifs, timides, vulnérables, ceux qui préféreraient s'occuper de la maison plutôt que d'aller travailler, ceux qui sont délicats, chauves, trop pauvres pour plaire, ceux qui ont envie de se faire maître, ceux qui ne veulent pas qu'on compte sur eux, ceux qui ont peur tout seuls le soir. Ok, on est dedans. On y va. Donc ça donne un petit peu de sens à ce titre doigt d'honneur cathartique, aux injonctions. Donc j'ai dit féminine, mais évidemment que vous voyez que c'est inclusif, puisque nos amis les hommes ne sont pas laissés de côté. Alors je voudrais faire juste une petite distinction initiale sur le premier extrait que je vous ai lu. Ce ne sera pas le cas dans le second que je vous ai lu. Il s'agissait d'un inventaire, mais des insultes. Donc moche, camionneuse, frigide, mal baisée, imbaisable, hystérique, tarée, etc. C'est un regard extérieur. Alors qu'ensuite, on est dans quelque chose de plus intériorisé. Mais les deux reprennent les mêmes entrées, c'est-à-dire celle de l'âge, de l'apparence, de la sexualité, du caractère. Et donc, le premier, donc moche, camionneuse, c'est évidemment physique. Vieille, c'est le rapport à l'âge. Frigide, mal baisée, c'est la question de la sexualité. Et on va retrouver ces catégories dans les tordus pour le caractère, pour le physique, crâne rasé, chicot pourri, gros bide, enfin si je les fais tous, on va y passer la nuit. La sexualité, évidemment, celle qui baiserait avec n'importe qui voulant bien d'elle, les grosses putes, les petites salopes. Donc là, on retrouve les insultes, mais vous voyez que tout est mêlé. C'est-à-dire celles qui ont intériorisé les injonctions et pour qui on a finalement de l'affection parce qu'au fond d'elles-mêmes, elles voudraient coïncider avec quelque chose qui leur est interdit, donc ils subissent ces pressions. Donc ça va être celles qui sont trop mal foutues pour pouvoir se saper comme des chaudasses mais qui en crèvent d'envie. Ou encore les pudiques par complexe. Donc ça c'est vraiment, on a de l'empathie, c'est-à-dire celles qui ont intériorisé le fait que pour pouvoir montrer son corps, il faut être belle. Donc pudique par complexe, c'est vraiment extrêmement touchant. Et c'est pas du tout l'extérieur qui regarde en disant salope, camionneuse, petite pute, enfin tout ce que j'ai pu citer. C'est très cathartique hein, aussi comme communication. Du coup, je peux dire petite pute, grosse salope, enfin ce qui est assez rare à l'université, on va dire. Enfin, dans mes cours au quotidien. Enfin, je sais pas vous, mais pas non plus tous les jours. Je peux réagir, donc je me dis bon, peut-être c'est juste dans mon, sur mon lieu de travail perso, on est peut-être très coincé. Alors voilà, donc voilà pour le début. Et je voulais dire aussi que cet inventaire était sans discrimination, sans exclusion,
puisque ça inclut les hommes, on l'a vu, mais aussi ça inclut donc les personnalités antithétiques, donc il y a les pudiques et celles qui veulent tout montrer. Et il y a aussi l'inclusion à un autre moment, mais j'y reviendrai, de celles à qui finalement ces injonctions, qui adhèrent à ces injonctions, qui n'en subissent pas l'oppression ou qui les vivent bien, enfin toutes ces femmes-là. Et elle dit « Je suis contente pour toutes celles à qui les choses telles qu'elles sont conviennent », c'est dit sans la moindre ironie. Donc c'est ça aussi que j'aime beaucoup chez Virginie Despentes, c'est qu'il y a cette inclusion de la femme autre que celle au nom de qui elle prend la parole. Et finalement un immense respect, alors que beaucoup disent, ne soulignent pas ça chez Virginie Despentes, et je trouve ça très important. Alors, je continue en parlant de justement ce rapport entre intérieur et extérieur, comment on se vit, comment on se juge et comment on se fait juger dans les romans de Virginie Despentes. Donc je vais surtout beaucoup parler de Baise-moi et de King Kong Theory. J'ai Vernon Subutex en arrière-plan en tête, on pourra en reparler, mais évidemment la suite dans l'article. Donc c'est l'avantage d'être entre nous, c'est qu'après on va pouvoir se lire, mais quelle chance! Voilà, donc d'abord, je vais prendre la scène la plus marquante de l'œuvre de Despentes, évidemment, la scène de viol du roman Baise-moi, certains ont vu le film, et qui joue sur, donc je vais parler du dégoût des violeurs, en fait, et du rapport intérieur-extérieur. En fait, cette scène de viol, donc c'est le personnage central de Baise-moi, qui va rencontrer l'autre personnage central, Nadine. Mais pour le moment, elle est avec un autre personnage féminin qui s'appelle Carla. Et elles vont sur les bords de Seine, elles sont saoules. Mais c'est les bords de Seine pas parisiens, hein. Elles arrivent et Manu s'exclame « Oh là là, c'est magnifique, on se croirait à la campagne et tout ». Et là, y a une voiture qui arrive et ce sont des violeurs. Et ils leur disent « Vous voulez de la compagnie ?» et ils les violent. Bon, c'est comme ça. Et en fait, dans cette scène, ce qu'explore Virginie Despentes, c'est comment réagiraient les violeurs si les femmes préféraient leur survie à leur honneur. Voilà. Et donc c'est vraiment une question qui la touche personnellement si vous connaissez le parcours de Virginie Despentes. J'en parlerai dans l'article, je vais un petit peu plus rapidement ici. Donc le personnage de Manu, pendant cette scène de viol, va ne penser qu'à sa survie. Et je vais vous citer un petit peu le passage qui correspond. Manu pense à sa survie, page 62, donc c'est ici. Voilà. Manu réfléchit. S'ils se sont déjà mis d'accord, s'ils ont décidé de les faire morfler jusqu'à ce qu'elles ne respirent plus, c'est foutu. Ils ne voudront pas se dégonfler. Mais peut-être qu'ils veulent juste les violer. Et là, vous comprenez que le discours intérieur, peut-être qu'ils veulent juste les violer, remet en question tout l'édifice du rapport au viol de notre société occidentale et plus largement d'un universel, d'un archétype, quoi. Ils veulent juste les violer. Pour elle, si elle peut s'en sortir en vie, finalement, c'est l'essentiel. Donc, le viol n'est qu'un passage. Et donc c'est aussi ce qui choque beaucoup dans ce roman, évidemment. Mais peut-être qu'ils veulent juste les violer. Il ne faut surtout pas leur faire peur, surtout qu'ils ne paniquent pas. Surtout ne pas les provoquer à aller plus loin que des coups dans la gueule et leurs brusques coups de rein. Elle voudrait que Carla se calme, surtout qu'ils ne la butent pas, alors que c'était pas prévu. Surtout, rester vivante, faire n'importe quoi pour rester vivante. Donc ça va être ça son but. Et Carla, après, donc qui se fait violer aussi, va lui renvoyer les injonctions sociales en pleine tête du comment tu as pu faire passer ta vie avant ton honneur. Donc c'est extrêmement frappant. Donc ça donne page 64. Comment tu as pu faire ça? Comment tu as pu te laisser faire ça? Parce que elle, Carla, s'est débattue, donc elle s'est faite frapper, et ce qu'a tenté Manu, c'est de se laisser violer pour que ça se finisse, en fait. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que les violeurs ont intériorisé eux aussi que le viol doit se faire sur une femme qui se débat. Et du coup, ils vont renvoyer à Manu toutes ces injonctions-là. Et donc, les commentaires que ça donne, c'est « J'en reviens pas comment celle-là se laisse faire ». Donc, c'est un gars qui est en train de violer Manu à l'autre violeur. Et l'autre répond « Il faut dire qu'avec la gueule de poufiasse qu'elle se trimballe, elle doit pas se faire empaler souvent, hein ». Et l'autre répond « Méfie-toi, elle doit pas faire la différence entre sa chatte et un vide ordure ». Et l'autre répond « On aurait dû ramener des capotes, on ne sait jamais, avec des filles qui se laissent violer ». Et après, une page plus loin, il dit
Elle a même pas pleuré celle-là, regarde là. Putain, mais c'est pas une femme ça. Voilà. Donc en fait, ça les rend hyper violents. Ils vont renvoyer à Manu, enfin, ce qu'ils ont eux-mêmes intériorisé en fait. Manu rejette l'injonction, enfin, passe à côté de l'injonction, enfin, ne la considère pas, qui veut qu'une femme considère son honneur avant sa vie. Et tout le monde va lui renvoyer en pleine tête que ça n'est pas normal de préférer sa vie au viol. Enfin, à son honneur, quoi, au sens de l'honneur. Et donc, c'est évidemment poser un débat qui est crucial, et c'est aussi pour ça que ce roman est aussi central, selon moi. Et là, je voudrais vous citer le travail d'une de mes étudiantes, qui fait son master à l'IEP, et qui parle dans l'introduction de son mémoire du concept de Shuma, qui est cette espèce de honte/pudeur dans les sociétés musulmanes, et elle parle du Maroc. Et en fait, elle raconte dans le début de son mémoire qu'elle a été élevée à une phrase de sa mère qui disait « Celles qui ont eu honte sont mortes ». Et elle renvoie à un épisode qui s'est produit au Maroc dans un bain public marocain où il y a eu un incendie. Et que comme les femmes étaient en état de semi-nudité ou nudité partielle en tout cas, elles n'ont pas osé sortir à cause de l'Archoba. Elles ont eu si honte qu'elles ne sont pas sorties. Elles ont préféré mourir que de sortir dans la rue. Elles ont préféré leur honneur à leur survie. Il y a un autre exemple de ça que Fatima Zahra Chouane, mon étudiante, qui est très brillante et qui est une fille formidable, cite aussi, et qui est un fait qui a eu lieu à la Mecque, et où là, c'était dans une école de jeunes filles, et il y a eu un incendie qui s'est déclaré au petit matin, et donc elles n'étaient pas en tenue convenable. Mais elles étaient vêtues, quoi. C'est ça c'est une des choses qui est dramatique dans cette histoire. Et en fait, les membres de la sécurité les ont empêchées de sortir pour échapper à l'incendie. Il y a eu 15 morts et 50 blessés. Donc, la question de préférer son honneur à sa vie, alors ok, on peut dire société musulmane, société occidentale, etc. Mais c'est une question centrale. Et dans les sociétés occidentales, ce que veut incarner Virginie Despentes dans cette fiction, enfin ce qu'elle veut, je ne suis pas à sa place, mais ce que moi j'y lis, c'est qu'on est toujours là-dessus. Une femme peut-elle préférer sa vie à son honneur ? Je trouve que c'est quand même une question qui mérite d'être posée. Alors, c'est là qu'il faut que je cherche ma page 3. Voilà. Alors, j'en arrive à un autre point, qui est toujours sur l'intérieur et l'extérieur dans les ouvrages de Despentes. Et en fait, le rapport de Virginie Despentes à travers ses personnages féminins entre le beau et le laid dans ses romans, ça va être que, enfin, elle va casser un petit peu les codes de beauté laideur, tout en reconnaissant qu'il y a des femmes sublimes et des grandes beautés. Mais ce qui va être laid, en fait, c'est l'intériorisation des injonctions. Et ce qui va être beau, c'est d'arriver à se vivre pleinement, quoi, quelque part. Donc, je vous donne juste un diptyque, évidemment, je creuserai plus la question dans l'article. Mais au début de Baise-moi, on a un diptyque. On entre en fait dans une scène où le personnage principal, Nadine, un des deux personnages principaux, ces deux femmes qui vont faire une espèce de road movie, là, de tueuse en série en fait. Et dans la première scène, Nadine est chez elle et elle est en colocation avec une autre femme. Et elle regarde un porno. Et elle est captivée en fait par le personnage principal du film pornographique qu'elle regarde. Et en fait, tout ce qu'elle va décrire est sur le compte de ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la graisse, la cellulite, enfin tout ce qui est les boutons, enfin la fille de ce film, et on voit tout ça. Et en fait, ce qui intéresse Nadine, sans qu'elle porte de jugement dessus, c'est que la fille arrive à dépasser ça, pas à dépasser ça elle, mais à le faire oublier pour sa conviction à incarner son rôle dans le film porno. Et ça, c'est un terme qui revient souvent sur Despentes, c'est la question d'être impressionné par l'accord d'une personne avec qui elle est, en fait. Ça va avoir des termes de impressionnant, ça va faire jonction avec soi-même. C'est ça une qualité qui suscite l'admiration chez Despentes, c'est partout. Je mettrai toutes les références dans l'article. Donc ici, je vous cite la page 10. Donc Nadine regarde le porno et le mot qui est utilisé, c'est elle est impressionnée par l'actrice qui, donc je cite, à force de bouger son cul du plus convaincant qu'elle peut, parvient même à faire oublier son ventre, ses vergetures et sa sale gueule. Et plus tôt, on a la cellulite, on voit bien la cellulite qui bouge par paquet. Et plus loin, on voit bien les boutons sous le maquillage.
Donc il y a tout ça, on est vraiment là-dedans, les boutons, les paquets de cellulite, le gros bide, les vergetures, donc l'actrice porno a tout ça. Et comme elle secoue son cul avec conviction, Nadine la regarde et elle est impressionnée. Et en revanche, la colocataire de Nadine, qui s'appelle Séverine, déjà va renvoyer toutes les injonctions à la tête de sa colocataire, parce qu'elle les a intériorisées, mais elle va aussi les répandre. Et ça, je pense que c'est une de mes luttes militantes féminines. C'est déjà, lutter contre le fait qu'on intériorise bêtement ce qui nous est proposé, mais on en reparlera parce que je suis la première à le faire. Je suis sur un chemin de conscientisation, c'est tout ce que j'arrive à sauver quand je parle de ça. Mais en plus de s'efforcer de ne pas les répandre, en fait. Répandre sur l'autre la culpabilisation qu'on peut avoir sur son propre corps, quoi. Et donc ça donne, dans la narration, Virginie Despentes, en parlant de Séverine, dit « Elle se traque le corps avec une vigilance guerrière, déterminée à se contraindre le poil et la viande aux normes saisonnières, coûte que coûte. » J'adore cette phrase, qui pour moi est une espèce de phrase très célinienne dans son style. Et il m'est arrivé de penser que, en fait... Virginie Despentes a quelque chose d'une espèce de fille incongrue de Michel Houellebecq et de Louis-Ferdinand Céline qui serait révoltée contre ses pères impossibles, en fait. Au niveau littéraire, il y a quelque chose de ce genre-là. Donc Séverine a intériorisé les injonctions puisqu'elle se traque le corps avec une vigilance guerrière et elle les répand en culpabilisant Nadine par la manifestation de son dégoût. Donc elle lui dit « Éteins ça tout de suite, tu sais très bien que ça me dégoûte ». Et ensuite, elle lui dit « T'es vraiment malade et tu finiras par me rendre malade. » Bon, vu le ton que j'ai pris, je crois que vous voyez de quel point de vue je me positionne et quel personnage j'aime le plus dans cette fiction. Donc, en fait, j'ai noté, elle est le visage dans le miroir de la belle-mère. Alors, je sais pas si vous voyez à quoi je fais référence. J'ai écouté, il y a une émission que j'adore de Victoire Tuaillon, c'est une de mes étudiantes, Agathe, qui m'a mis sur le coup, qui s'appelle Les couilles sur la table. Et une fois, Victoire Tuaillon a reçu une femme qui faisait sa thèse et qui disait, alors je ne me rappelle plus du nom de cette femme, et je ne me rappelle plus, il faudrait que je retrouve la référence, je la mettrai dans l'article, que ce qui était vraiment frappant dans la belle-mère de Blanche-Neige se regardant dans le miroir, c'est qu'il y a cette espèce, chez Disney, cette espèce de masque, masculin, hein, parce que la voix c'est une voix d'homme, mais masque quand même, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur les films d'horreur. Donc masque quand même, donc ça peut aussi être une femme masquée, ça peut représenter plein de choses, le masque, voilà. Et c'est à lui que la belle-mère s'adresse pour savoir si elle est la plus belle. Donc c'est pas elle qui se regarde elle-même pour se trouver belle ou pas. Elle a besoin d'un... En fait, ça représente les injonctions sociales. Et quand on se regarde dans le miroir, on s'interroge sur les injonctions sociales. Mes sourcils sont-ils suffisamment épilés? Ou suffisamment dessinés? Parce qu'il y a les deux injonctions maintenant. Hein. Après les années 90, où on nous a fait faire la ligne de sourcils quasi inexistante, maintenant on nous fait mettre le trait de sourcil bien marqué, ça densifie le regard. Ça l'intensifie, comme dit Christina Cordula, qui est en partenariat avec l'atelier du sourcil. Qui a maintenant des succursales dans le sud de la France, chez laquelle je me suis rendue après avoir regardé Les Reines du Shopping, incarnation des injonctions. Quand je parle de vous, je parle de moi. Bon, bref, voilà. Et la narration l'épingle avec brio. Sur Séverine, Virginie Despentes dit « Elle profère quant au sexe des inepties avec une déroutante prodigalité. Discours complexe et rempli de contradictions non assumées. » C'est ça qui est laid. Et ça va se retrouver dans la description physique de Séverine. Donc son physique est plutôt un atout. La description est la suivante. C'est une jolie fille, élégante, presque raffinée, cou immense, d'une parfaite blancheur. Mais est-ce qu'elle est belle ? C'est la question que je pose, et la réponse est dans les mots de Virginie Despentes plus tard. Elle manque de grâce quand elle bouge, elle n'est pas agréable à regarder quand elle est en mouvement. Il y a une disjonction entre elle et elle-même. Elle a intériorisé les injonctions sociales, elle cherche à les incarner, et c'est en ça qu'elle y vienne, en fait, qu'elle n'est pas belle. Alors que Nadine, finalement, elle a des cernes énormes, je crois que les autres l'appellent la grosse et tout. Et sa partenaire, Manu, celle avec qui elle va faire cette espèce de road movie romanesque, ne va pas du tout la juger. Pourtant, elle va l'appeler la grosse, limite par mise en scène burlesque de l'extériorisation du regard, mais elle va jamais la juger. Et il y a cette scène comme ça, en fait, Nadine se prostitue, et elle a un client qui est donc très vieux, très décati, et qui fait appel à elle parce qu'elle est un peu la moins chère, la plus abordable des prostituées, donc on est vraiment pas du tout dans le luxe et tout. Et Séverine a de grandes cicatrices dans son dos. Et
le client va chercher à lui faire baisser ses tarifs en lui faisant prendre honte des cicatrices qu'elle a dans le dos. Et ça va faire un diptyque aussi parce que plus tard, quand Nadine, donc celle qui a les cicatrices, sera avec Manu, Manu va regarder les cicatrices en lui disant waouh, qu'est-ce que c'est et tout. Donc elle va être hors du jugement et plutôt fascinée. Et donc ça va donner c'est assez joli, ça fait art abstrait quoi. On t'a fait ça avec quoi? Donc c'est vraiment descriptif, intéressé et hors du jugement. En tout cas le jugement esthétique que voudrait l'intériorisation. Et elle va dire plus tard, ça donne un genre, il n'y a pas à dire. Donc on est dans le constatif et dans la quête du ce qui dépasse. Donc vraiment dans le vice pop, puisqu'on est là pour parler de graisse, de vomi, de cellulite, on y est quoi. Là c'est des cicatrices, ça démarque et c'est ça qui compte finalement. Alors, donc ma page 6, qui est quelque part là-dedans ce bazar, voilà. Et du coup j'en viens à mon dernier point, qui est que je dirais que, pour résumer, parce que je ne peux pas faire tous les points que j'aimerais aborder ici, évidemment, je dirais que Baise-moi, donc avec tout ce que je vous dis, donc ça décape quand même, puis ça choque aussi, hein, disons-le. Baise-moi, c'est un livre, enfin, la lecture que j'en fais, c'est que c'est écrit pour que toutes les injonctions aient été transgressées une bonne fois pour toutes. Et c'est pour ça que tout y passe. C'est pour ça qu'il est quasiment illisible, ce livre. Hein. Enfin, moi, je l'ai lu de bout en bout, quasiment en une soirée, parce que j'arrivais pas à m'arrêter. Parce que d'un côté, je voulais que ça s'arrête, donc que ce soit fait en une fois. Et de l'autre côté, j'étais complètement prise dans la chose, quoi. Donc c'était assez énorme. Donc il y a penser à sa survie plutôt qu'à son honneur pendant une scène de viol. Se faire vomir pour manger plus. Ça, le personnage de Manu, quand elle a l'occasion de bouffer à s'en faire péter la tripaille, elle dit « je reviens, je vais me faire vomir, comme ça je pourrais bouffer plus ». C'est complètement hyper tabou dans nos sociétés de l'anorexie et de la boulimie, enfin, on pourra en reparler. Donc, se faire vomir pour manger plus, insulter, frapper, tuer. Et elles vont jusqu'à tuer un enfant innocent, ce qui est la transgression ultime. Je renvoie à Camus, La peste, le dialogue entre le médecin et l'homme d'église. Comment peut-on comprendre la mort d'un enfant, le scandale de la mort d'un enfant, comment rester croyant face au scandale de la mort d'un enfant. Et là, elle le bute limite pour l'art, quoi, pour avoir tout fait. Moi, c'est comme ça que je vois Baise-moi, c'est que tout ait été transgressé, quoi. Ah oui, jouir pendant un acte de prostitution, ça aussi c'est hyper tabou. Avoir des relations sexuelles amoureuses avec son père, à travers le personnage de Fatima, qui est la jeune femme hors la loi qu'elles vont rencontrer dans le dernier tiers du roman, et qui va raconter qu'en fait elle est poursuivie parce qu'elle était amoureuse de son père et aimée en retour par lui, et qu'elle avait des relations sexuelles avec elle, et que les gens l'ont prise à part pour lui expliquer à quel point c'était dégueulasse ce que son père lui faisait, et qu'elle comprenait pas ce discours, et donc la société lui faisait payer cette non-compréhension. Donc là aussi, pareil, je me positionne pas, parce que moi je suis juste un peu sous le choc aussi, enfin, je veux dire en état de sidération hein, face aux écrits de Despentes, mais en tout cas, toutes les transgressions sont faites, quoi. Donc, vomir sur le sexe d'un homme pendant la fellation. Et en fait, elles en rigolent pendant toute la partie qui suit, en disant, parce que tout ce que trouve à dire Manu, qui vomit pendant qu'elle fait une fellation, c'est « j'ai avalé de travers ». Et cette phrase, elles vont en rigoler pendant toutes les pages qui suivent. T'as dit, j'ai avalé de travers, quoi. Et donc, c'est juste énorme, au sens, voilà, ça vous met en état de sidération. Vous lisez ça, le gars est dans sa position voilà, d'homme bedonnant, qui se dit « ah là, j'ai deux meufs pour moi qui veulent bien de moi, profitons-en ». Et donc, donc elle lui fait une fellation, et en fait ça la fait gerber parce ça la fait vomir parce qu'elle a beaucoup picolé avant, et qu'une fellation, bah, c'est aussi ça le tabou, c'est que ça touche des parties qui peuvent susciter enfin c'est la partie qui suscite le vomi en fait. Donc au moins ça aussi c'est fait quoi. Toutes les femmes qui n'en ont jamais parlé, alors ça nous est arrivé, enfin moi ça... Bref. Pardon, enfin, j'aurais pas dû dire ça parce que je suis emmerdée par la vidéo, mais en tout cas, c'est un tabou pour toutes les femmes. Y en a qui trouvent ça désagréable parce que justement c'est à cette zone-là, donc c'est un immense tabou. Et au moins la fille vomit, comme ça, toutes les filles qui lisent ça sont libérées du poids de ce tabou en fait. Donc c'est assez énorme. La question a été posée une bonne fois pour toutes. Et il y a la contemplation du sang menstruel aussi. Tout un début de chapitre qui est Manu, qui est accroupie sur la moquette et qui regarde, elle fait des lignes de sang en fait sur la moquette, et elle est fascinée. Et en plus de ça, elle le fait en public devant sa copine Nadine, qui regarde, et je sais plus si elle commente, mais en tout cas, c'est une scène partagée, quoi. Donc double transgression du tabou, se regarder saigner du sang menstruel, trouver ça, donc pareil, Manu et Nadine, ça va être le souci esthétique
étonnant. Enfin, donc elle contemple ça. Et donc du sang menstruel et en public. Parce que aussi le problème, la question que ça pose, c'est pour moi un problème, mais c'est la question, on en avait parlé il y a 2 ans d'ailleurs, il y avait eu tout un truc sur la fille qui avait posté le post où on voyait sa tache ouais, tu étais là, vous étiez là, elle avait eu ses règles, je crois qu'elle était au lit avec son pyjama et elle montrait une photo d'elle avec son pyjama taché de sang. Donc voilà, le sang menstruel, c'est personnel, c'est intime, c'est ce qu'on fait voilà, dans la poubelle réservée aux serviettes hygiéniques et uniquement aux serviettes hygiéniques. On ne peut pas jeter son mouchoir dans lequel on s'est mouché dans les poubelles des filles. Donc les hommes passent complètement à côté de cette réalité, qui pourtant est dans nos toilettes. Hein, on pourra faire une visite après. Je crois qu'il y en a ici. Voilà, donc c'est vraiment l'intime, même dans la vie de couple, la vie sexuelle du couple, ça peut être un tabou. Faire l'amour pendant ses règles ou pas, etc. Et donc là, c'est le sexe, c'est l'intimité liée aux règles et partagée. Voilà. Donc, pour moi, ce roman est une catharsis transgressive. Et c'est aussi, j'ai l'impression, il y a une part d'acte de justice cathartique. C'est-à-dire que Virginie Despentes rend justice. Les arrogants se font buter et les misfits se font aimer, même s'ils sont butés après, parce que le but des 2 filles, c'est de buter le plus de gens avant de se faire prendre dans une espèce de feu d'artifice terrible. Et du coup, on a ce personnage, donc les 2 se font buter, hein, c'est l'idée. Mais on a un architecte qui est hyper beau, hyper cultivé, voilà, et qui se prend une balle à la base du nez, et le commentaire c'est « il se répand comme un sac à ordures malencontreusement déchiré ». Il y a vraiment cette espèce de justice rendue après la mort, qui reprend, bon ça on pourra reprendre, mais l'archétype de la justice rendue par la mort, je sais pas si par exemple c'est très représenté, je fais un saut de ouf quoi, mais dans les tragiques de Agrippa d'Aubigné, alors je sais plus, je crois que c'est dans le livre Vengeance, le livre 6, il y a tous les gens qui ont péché qui meurent par là où ils ont péché. Donc celui qui a dit des vilaines choses avec sa bouche, il meurt étouffé par sa langue. Enfin, il y a toute cette espèce de justice divine. Tu mourras par là où tu as péché. Et donc là, il y a ce rétablissement de la justice. Donc l'homme ne meurt pas par là où il a péché, mais dans la vie, un peu à la Dorian Gray, il pouvait faire croire qu'il était beau, spirituel, witty, etc. Et là, il se prend une balle dans le nez. C'est plus qu'un sac à ordures qui se répand, quoi. Et d'un autre côté, les misfits, même alors qu'elles vont les buter à la fin et qu'elles les aiment pas particulièrement, quand ils sont au sommet de leur maladresse, elles se mettent à les aimer, surtout Manu. Elle dit « j'ai une vocation d'assistante sociale mal exploitée », enfin elle dit un truc comme ça, une vocation mal exploitée d'assistante sociale, c'est pas une fille qui se ferait exploiter. Et du coup, avec ses mots d'esprit sordides et ses grimaces adipeuses, il devient aimable à force d'être lamentable, dit la narration. Aimable à force d'être lamentable. Et c'est quelque chose à laquelle je suis pas du tout indifférente en fait dans mon ressenti personnel en fait. Aimable à force d'être lamentable. Cette empathie pour le misfit, en fait. Et bon, pourtant, il se fait buter aussi, hein, c'est pas, il en réchappe pas. Alors, pour conclure, je dirais que les dénonciations de Virginie Despentes en termes d'injonction décapent, et elles incitent évidemment à la réflexivité. Elles secouent, et peut-on en sortir indemne ? Ben, j'espère que non. Moi, j'en suis pas sortie indemne. J'aimerais référer pour vraiment faire ma psychanalyse en public à la page 13, et je vais vous lire un petit passage dans ma conclusion. L'idéal de la femme blanche, alors c'est une suite, hein, parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée de la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche, traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon je ne l'ai jamais croisée nulle part, je crois bien qu'elle n'existe pas. Alors du coup j'ai souligné en vert mes buts en tant que femme qui a bien intériorisé les injonctions. Donc femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, mince mais pas névrosée par la nourriture. Et je souligne que c'est ce à quoi j'aspire parce que j'ai intériorisé les injonctions et pas ce que j'arrive à faire, hein, c'est toute la problématique. Maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, femme blanche, c'est tout moi.
En bleu, mes refus qui impliquent des combats. J'ai barré bonne maîtresse de maison, mais pas boniche. J'ai renoncé. J'ai mis ça par la fenêtre. J'ai jeté ça avec les ordures. J'ai dépassé le cap. Cultiver, mais moins qu'un homme. J'ai envie de faire un geste qui ne m'est pas autorisé ici. Mais j'ai dépassé largement cette injonction d'être moins cultivé qu'un homme. Et je le paye chaque jour de ma vie dans le milieu professionnel qui est le mien et dans plein d'autres milieux aussi. Il y a toute la tradition des bas bleus. Je ne sais pas si vous connaissez cette superbe tradition des femmes qui se piquent d'intelligence. C'est très critiqué par les grands hommes. Voilà, et en rouge, mes questionnements. Travaillant mais sans trop réussir pour ne pas écraser son homme. Sachant que mon mari est prof de physique en classe préparatoire et qu'il est à bac+5 et que moi-même je suis à bac+8 mais que étant Prague, je gagne 2 fois moins que lui, la question reste entière. Voilà, et heureuse, c'est évidemment mon gros point d'interrogation. Non, cette femme n'existe pas. Celles qui parviennent à l'incarner en partie n'en ressentent pas de bonheur. Je suis bien placée pour le savoir. Lire des pentes, c'est se demander où nous en sommes individuellement, de notre conscientisation, rendre conscientes les intériorisations qui nous pèsent pour mieux les combattre, de nos luttes et de nos victoires sur nous-mêmes, qui ne peuvent être que des victoires sociales. J'espère avoir œuvré moi aussi par cette communication à inciter à cette conscientisation, parce que c'est par elle que passe le changement. Merci beaucoup.